Quand nous sommes arrivés au niveau du ministère des Finances, nous sommes conscients du délai et nous avons lancé les équipes immédiatement, dès le mois de janvier d'ailleurs. Malheureusement, à partir du mois de mars, parce que reddition de comptes dit d'abord un travail de préparation intérieure au niveau du ministère des Finances, partant de solde du compte général du Trésor où sont enregistrées toutes les opérations. Mais reddition de comptes dit également qu'il faut aller certifier en ce qui concerne aussi bien les recettes que les dépenses au niveau des utilisateurs, notamment des crédits. Donc il faut déployer les équipes en province, mais déployer également les équipes dans nos postes consulaires et diplomatiques à l'extérieur du pays, sachant que les ressources consommées, les ressources de la population congolaise consommées par l'ensemble du pays ne se font pas seulement au pays, ça se fait aussi à l'étranger. Malheureusement, on ne cessera pas assez de le dire que du fait de la pandémie qui s'est déclarée au mois de mars, on a connu donc un arrêt d'activité parce que les déplacements en province étaient pratiquement impossibles, y compris pour un certain nombre de pays à l'étranger. Jusqu'aujourd'hui, on n'était pas en mesure de pouvoir s'assurer de la pertinence de ces chiffres. Donc on ne pouvait pas, pour un exercice comme celui de la reddition des comptes, se limiter à examiner les données contenues dans le cadre de compte général du Trésor. Voilà pourquoi il fallait attendre le mois de septembre, quand les frontières ont commencé à être ouvertes, y compris d'ailleurs les frontières intérieures aussi, que les équipes se sont déployées. Et donc je ne voudrais pas jeter des fleurs à mes équipes de la direction en charge de la reddition des comptes, mais je peux dire qu'elles ont abattu un travail harassant en peu de temps pour nous permettre tant soit peu de réduire les délais de retard par lesquels nous sommes venus devant votre auguste assemblée. Il faut distinguer deux parties dans ce qu'on appelle la sincérité et la fiabilité des chiffres. Il y a une première partie parce que le budget, c'est une série de prévisions en recettes et en dépenses. En ce qui concerne les recettes, l'exercice est plus ou moins aisé en ce qui concerne la vérité et la fiabilité des chiffres, parce que les comptables des recettes placés au niveau de régie financière travaillent en phase avec la direction de l'ordonnancement et du Trésor et avec le caissier qui est la Banque centrale. Mais il y a toute une cellule au niveau du ministère des Finances depuis tout le temps, donc la cellule en charge de la trésorerie, qui s'occupe de la fiabilité et de la sincérité des chiffres mensuellement. Donc je peux vous garantir qu'en ce qui concerne le volet recettes, il n'y a pas du tout de problème. En ce qui concerne également le niveau de volet dépenses, dès lors que les circuits de la dépense à partir de l'engagement jusqu'à l'ordonnancement et au paiement, ces circuits est respecté, on peut dire que ces chiffres sont fiables. Mais l'honorable Passis Apamba a raison, il faut encore disposer de livres des caisses des comptables nationaux, dont certains existent bel et bien, et ont été versés au niveau de la Cour des comptes pour attester la sincérité et la véracité des chiffres qui sont contenus dans les différents volumes qui sont soumis à votre disposition par le ministère des Finances. Mais il est vrai qu'il manque pas quelques chiffres, mais quelques livres de comptes. Au regard de ce que je vous ai dit, donc le retard pour les déplacements et la nécessité de pouvoir terminer ce travail un peu plus tôt, mais une bonne partie de ces livres de caisse pour garantir pas la sincérité et la fiabilité, mais la traçabilité de la dépense. Et donc ces chiffres sont contenus dans les livres de caisse dont j'ai dit qu'une bonne partie est bel et bien disponible au niveau de la Cour des comptes. De nombreux élus du peuple sont revenus sur le problème de dépassement. Je suis également d'accord avec vous. J'ai commencé par évoquer une des convictions, c'est que le budget, c'est une loi, mais la reddition de comptes, également, une fois que c'est voté, c'est une loi qui cristallise et qui autorise au gouvernement d'approuver les dépassements qui ont été constatés. On a besoin de dire que du mois de janvier jusqu'au mois de septembre, il n'y avait pas de gouvernement parce que tous les ministres étaient appelés à ne plus prendre des engagements, sauf en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement,
Et il y a eu une bonne partie des dépenses publiques qui ont été exécutées directement par la présidence de la République. Pour ce qui concerne les 100 jours, il faut dire qu'un certain nombre des projets ont trouvé des ancrages dans le budget, notamment des projets de route qui étaient bel et bien documentés mais qui ont connu des dépassements au regard de l'ambition politique exprimée. Il en est de même pour des projets, notamment en ce qui concerne les secteurs de l'habitat, les secteurs de l'eau et l'électricité. Donc un certain nombre de ces projets, je ne dis pas tous, étaient bel et bien inscrits dans le cadre du budget, mais ont connu des dépassements significatifs dans un contexte où les ministres qui sont redevables devant l'Assemblée nationale étaient incapables, évidemment, de procéder au suivi crédible de ces lignes budgétaires. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans chaque ministère, il existe ce qu'on appelle des services de sous-gestionnaires de crédits, dont le rôle est de regarder chaque fois est-ce que nous disposons des crédits nécessaires et suffisants pour rencontrer tel ou tel autre projet. Il s'est fait donc, au regard de ces contextes institutionnels particuliers, cet exercice n'a pas pu être fait et donc c'est comme ça qu'un certain nombre de dépassements significatifs ont été remarqués et sont portés à la disposition de votre auguste Assemblée dans le cadre de la révision des comptes de l'exercice 2019. Respect des procédures d'engagement en ce qui concerne les marchés de 100 jours, cette question se recoupe avec la question des concertations avec l'équipe de coordination de travaux de 100 jours. Il faut dire que quand notre gouvernement a commencé, le ministère des Finances avait invité la présidence de la République à déverser tous les projets de 100 jours dans les ministères sectoriels concernés et que ça ne devait plus être géré par la présidence de la République. Finalement, ça a été fait et il est vrai que la plupart de ces projets n'ont pas respecté les procédures. Mais à partir du mois d'octobre, il a été instruit par le Premier ministre que chaque ministre puisse rentrer tant que faire se peut dans le respect des règles et des procédures pour pouvoir disposer des contrats, disposer des garanties, pas des bonnes exécutions, parce que les financements ont été faits sans qu'il y ait des garanties de démarrage, sans qu'il y ait, comme vous le savez, il faut qu'il y ait, l'entrepreneur doit fournir une garantie pour le premier décaissement, pour le démarrage. Ça n'a pas été fait, mais cette fois-ci pour disposer plus ou moins de garanties décennales. Parce que comme vous le savez, pour de grands projets comme les projets de saute-mouton, il faut des garanties décennales engageant la responsabilité de l'entrepreneur, même 10 ans après avoir exécuté ses travaux. Donc un certain nombre de régularisations ont été faites par certains ministères sectoriels, notamment celui en charge des infrastructures et de travaux publics, en charge de l'habitat, mais c'est encore en cours parce que c'était beaucoup de contrats, mais il faut reconnaître que beaucoup n'ont pas respecté les règles en cette période-là. L'exercice budgétaire, souvent le ministère des Finances est confronté à l'obligation de respecter les équilibres fondamentaux du cadre macroéconomique. Et l'élément perturbateur de cet équilibre, ou de ces équilibres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est généralement les déficits du trésor. Quand on dépense plus que ce qu'on a reçu, il en découle naturellement l'obligation de pouvoir financer ces déficits-là. Le déficit, avant le mois d'octobre, a été essentiellement financé par ce qu'on appelle les avances de la Banque centrale au Trésor, ce qu'on peut appeler en d'autres termes la planche à billets, mais on appelle ça avance pour la simple raison que on considère que c'est une avance, c'est-à-dire une création monétaire ex nihilo, sans aucune base, et qu'une fois que l'État a perçu des recettes au travers des régies financières, parce qu'en percevant les recettes, l'État considère, en fait, d'un point de vue monétaire, c'est une destruction monétaire parce qu'on éponge la monnaie de la circulation. Pour rentrer dans le système bancaire, ça devient une destruction monétaire. Et on considère que
par rapport aux avances qui sont une création monétaire sans contrepartie, lorsque nous réalisons des recettes, ça constitue des destructions monétaires, il y a une avance nette qui reste. Mais généralement, il se fait que les avances sont au-delà de la mobilisation et donc ça se trouve sur le marché des changes, ça se trouve sur le marché des biens et services et ça provoque donc la dépréciation monétaire et ça provoque ce qu'on appelle la hausse de prix des biens et des services. L'honorable Imagossi a évoqué avec pertinence qu'il n'y a pas eu, pour rencontrer certaines surconsommations en termes de dépassement budgétaire, des recettes nouvelles. Mais où est-ce que le gouvernement, évidemment avant le mois d'octobre, trouvait des ressources pour rencontrer ces dépenses? Le gouvernement entretenait ce qu'on pourrait appeler une stabilité factice du cadre macroéconomique en ponctionnant sur les réserves internationales pour financer les consommations courantes. Alors que les réserves internationales sont un outil des politiques monétaires censé permettre à la Banque centrale, qui a les prérogatives de gérer la politique monétaire, pour intervenir en cas de dépréciation continue de la monnaie nationale. La banque peut intervenir avec les réserves internationales. Une deuxième raison des réserves internationales, qui sont d'ailleurs une propriété de l'État congolais, c'est de financer les importations. Et c'est comme ça qu'on mesure la hauteur des réserves internationales par ce qu'on appelle le nombre de semaines d'importation. Et il y a des normes internationales aujourd'hui définies par le Fonds monétaire international pour qu'on puisse avoir des réserves qui couvrent un minimum de 12 semaines de niveau d'importation de biens et de services dans le cadre d'une économie extravertie comme celle de la RDC ou en termes de consommation, y compris des denrées des biens de première nécessité, nous dépendons essentiellement de l'extérieur. Donc, la vraie raison, c'est que le gouvernement, face à la montée des dépenses non budgétisées ou budgétisées, mais où il y a une surconsommation, face au caractère stationnaire des recettes, a commencé à recourir aux réserves internationales pour financer la consommation. Et donc c'est la raison pour laquelle les réserves ont connu cette baisse vertigineuse. Quand nous avons pris les rênes du ministère des Finances et que, à la faveur du programme ou des discussions que nous avions avec le Fonds monétaire international, il fallait éviter de continuer de recourir aux avances de la Banque centrale, mais également de stopper la consommation des réserves internationales pour les arrêter à un certain niveau. Et donc il fallait trouver d'autres moyens pour financer les déficits parce que ça continue. Les dépenses étaient toujours supérieures par rapport aux recettes. Voilà pourquoi le gouvernement a lancé la souscription de bons du Trésor, qui est un moyen sain de ponctionner sur l'épargne nationale, rémunérée évidemment par les ressources du Trésor. Et donc nous avons commencé les premières souscriptions le 8 octobre 2019. Et partant de la période du 8 octobre 2019 au 31 décembre 2019, nous avons mobilisé un total de 112 milliards de francs congolais. Donc c'est une mobilisation de l'épargne intérieure et c'est une façon de financer de manière saine les déficits pour éviter ce qu'on dit la monétisation des déficits par les avances de la Banque centrale qui se retrouvent sur le marché de change et les marchés des biens et services, comme je l'ai dit, et qui finalement se répercute sur la baisse du niveau de vie de la population que votre auguste assemblée vous représentez. Donc voilà un peu en ce qui concerne les bons du Trésor. Et nous avons, parce que la période de maturité est de 3 mois, donc on a commencé les souscriptions au mois de décembre et il fallait commencer les remboursements au mois de janvier. Donc le mécanisme de remboursement, c'est que nous anticipons sur les recettes intérieures et lors de la réalisation des recettes, nous remboursons évidemment avec un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt moyen pour le dernier trimestre de 2019 était de 5%. Donc jusqu'à aujourd'hui, le ministère des Finances n'a pas rencontré de difficultés en ce qui concerne le remboursement de bons de trésor.